Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement ça devrait être correct, donc bienvenue pour ce LEC, pour ce deuxième jour. Voici, la conférence que je vais vous donner aujourd'hui, elle va parler d'innovation et d'expérience utilisateur. L'idée, ça va être de vous montrer comment est-ce qu'on peut, avec des méthodes assez simples, passer d'une idée floue, ce qui est souvent le cas dans un processus d'innovation, à un prototype testé en 2 semaines. C'est un retour d'expérience que je vais vous faire. Donc voici la présentation. Donc, comment est-ce qu'on va passer finalement de là, cette idée floue, à notre prototype? Ce que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est qu'on va évoquer déjà les méthodologies liées à l'innovation. Ensuite, je vais vous montrer une méthodologie qu'on a sélectionnée, qui a fait ses preuves. Parler un peu du processus de création, on va parler de prototype, de maquette. Après, je vais vous dire en quoi c'est possible de faire ça effectivement en 2 semaines. Et puis un petit retour d'expérience sur, les épisodes récents qui ont un peu chamboulé, les méthodes d'organisation et les méthodes d'expérimentation, mais qui sont super intéressantes. Et puis une session de questions-réponses. Donc, j'espère que vous voyez tous bien. Pardon, hop. Alors, je vais partager mon écran et voilà. Normalement, on y est. Donc c'est parti. Donc je vais me présenter ma société. Donc je m'appelle Gilles Baudet, j'ai une expérience de designer UX et d'innovation. Que j'ai faite au travers d'une expérience internationale, que j'ai faite au travers de la France, en Finlande et plus récemment en Suisse. Heu, donc je fais partie d'une société, qui s'appelle World of Digits, qui est implantée aujourd'hui, de façon mondiale. Et cette société, qui est une société dédiée, au digital et à la transformation digitale, entre autres choses, est une marque de Positive Thinking Company. Donc Positive Thinking Company, c'est un groupe, d'un peu plus de 3 000 collaborateurs qui a une présence mondiale, et dont en fait qui possède plusieurs marques qui sont, dans la tech et qui est présent en Suisse, sur les sites de Zurich, de Lausanne, de Genève, avec un centre à Chambéry, donc en France voisine, pour les aspects plutôt liés au développement. Qu'est-ce que fait Positive Thinking Company? Qui fournit donc, c'est une société qui permet aux organisations, d'accompagner tout leur développement digital et conseil et sur plein d'autres choses. Je parle aussi d'industrie 4.0, de solutions pharmaceutiques, financières, de consulting, pour Steve Consult. Et donc, World of Digits, on est une de ces marques, dédiées, comme je le disais tout à l'heure, au design, à l'innovation et à l'accélération numérique, comme je le disais. Ce que fait World of Digits, c'est principalement du conseil, de la solution, et puis de la formation. Donc plus spécifiquement, quelle est notre offre sur Suisse? Donc nous, ce qu'on apporte, c'est des solutions liées à l'innovation. Donc je vais en couvrir quelques-unes des méthodologies tout à l'heure. Ensuite, on a des solutions liées à ce qu'on appelle l'Experience Lab, vous le verrez. Et puis on a aussi une troisième offre qui s'appelle Strategy by Design. Ces offres-là, comment elles se déclinent? Donc pour l'innovation, on va utiliser l'intelligence collaborative pour aider nos clients à repenser une offre et conquérir, de nouveaux marchés ou leur marché actuel. Pour le côté Experience Lab, on va apprendre des utilisateurs pour accroître les satisfactions. L'idée, c'est de se centrer sur les expériences des personnes et puis sur les aspects strategy by design. L'idée, c'est de retrouver une vision holistique, de ces produits, de ces services, de gérer le changement et tout ça avec des outils issus du monde du design. Alors, on va plonger un peu dans le vif du sujet. On va parler d'abord de méthodologie d'innovation. Avant ça, il y a une petite histoire que j'aime bien raconter avant en général. C'est que depuis tout petit, dans les pays occidentaux, on nous apprend finalement à s'exprimer, en termes de solutions, alors que naturellement on s'exprime en termes de besoins. C'est-à-dire que vous prenez un enfant, il va vous dire: «J'ai soif» et puis, nous, les adultes, en général, on leur apprend à dire, bah, on dit pas: «J'ai soif», mais on dit: «Bah, je voudrais un verre d'eau s'il te plaît». Et c'est-à-dire que l'enfant qui naturellement s'exprime en termes de besoins, on lui apprend au final à s'exprimer en termes de solutions. Et ça, c'est super important dans le monde de l'innovation. Et puis, bah, au fil de temps, on se corrige en disant: «Bah oui, je voudrais de l'eau s'il te plaît». Et pourquoi je parle de ça? C'est qu'aujourd'hui, souvent, on a tendance à parler en solution, plutôt qu'en besoin. Là, ce que vous voyez là, c'est ce que j'appelle un peu la jungle méthodologie d'innovation. C'est l'ensemble des méthodologies que vous trouverez,
qui sont, plus ou moins, proches ou lointaines, de votre processus d'innovation. C'est-à-dire que très en amont et très, sur l'aspect du problème, vous avez le côté design thinking, donc en bas à gauche. Vous retrouvez aussi toute la méthodologie liée au design sprint, de Jake Knapp. Vous avez le côté lean startup, tout l'aspect aussi prototyping, MVP, sandbox, business model innovation et développement agile. Vous voyez aussi en dessous, en bas, là, sur la ligne des abscisses, qu'on a les 3 aspects liés au design thinking, desirability, viability, feasibility. Je vais vous parler un peu de tout ça. Heu, L'avantage de ce graphique, c'est qu'il permet en fait il a cherché à mettre sur un seul graphique toutes les méthodologies d'innovation ou liées à l'innovation qui existent aujourd'hui et ça paraît un peu complexe de prime abord. Donc l'idée, c'est de voir un peu comment on peut, trouver notre chemin à travers tout ça. Un premier appel super important, c'est l'aspect du design thinking sur les 3 aspects, ce triptyque désirabilité, viabilité, faisabilité. Et on voit que finalement à la rencontre entre ces 3 problématiques, entre ces 3 questions, il y a ce que nous on appelle le sweet spot. C'est là en fait où on arrive à faire de la bonne innovation. Donc un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, le côté, donc design thinking sur l'aspect désirabilité, c'est le premier. C'est on va s'assurer qu'il y a un besoin. Pour s'assurer qu'il y a un besoin, bon, on va aller rencontrer des personnes, les interviewer et puis, voir justement si elles ont de l'appétence par rapport à notre idée, notre proposition, notre problème. Le second, ça concerne la viabilité. C'est est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, les conditions nécessaires pour qu'un marché puisse, exister pour notre idée ou notre problématique? Et enfin, le dernier, c'est l'aspect de la faisabilité. C'est par exemple, si demain je décide de vendre un voyage sur Saturne, il y a peut-être un marché, il y a peut-être un besoin, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas faisable, techniquement. Donc il faut s'assurer de ces 3 aspects. C'est important pourquoi? Parce que là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va partir d'une chose plus simple, heu, pour notre process d'innovation, c'est ce qu'on appelle le design squiggle. C'est Damien Newman qui a inventé ça, je trouve ça super bien, super pratique et ça illustre le process d'innovation. C'est-à-dire qu'on part de la partie gauche, où on est plutôt assez indéterminé, assez confus, on a du mal un peu à savoir où on va et puis au fur et à mesure, le trait, il se fortifie, il devient moins épars et finalement, il finit par un trait qui est assez droit et rectiligne et nous, on trouve que c'est un super support pour ce processus. Donc on l'a catégorisé en 3 parties. La première partie qui est la partie gauche, la partie innovation. Ensuite, donc c'est la partie dans laquelle, pardon, on va être le plus indéterminé. On va essayer déjà de vivre dans le monde des idées, d'élaguer les idées, de trouver les idées qui sont les plus pertinentes. Une fois qu'on a trouvé les idées intéressantes, on va s'attacher à toute la phase de création. C'est-à-dire que nos idées, on va essayer de les formaliser, on va faire des explorations, on va aller rencontrer des gens, on va aller, se renseigner sur des marchés, et cetera, pour voir si notre idée est valable. Et puis, on va aussi la prototyper. C'est-à-dire qu'on va faire des maquettes, faire, des mises en situation pour s'assurer que, finalement, l'idée qu'on a sélectionnée à l'issue de la phase d'innovation, elle est plutôt bonne. Et suite à ça, il y a tout le processus de production. C'est-à-dire que normalement, à la fin de la phase de création, j'ai une idée, une maquette, qui était intéressante, que j'ai testée et itérée. Et puis après, on va passer sur des productions, donc du type, minimum viable product, j'en parlerai, ou carrément le produit ou le service. Pour recouper avec mon design thinking dont j'ai parlé juste avant, rappelez-vous, désirabilité, viabilité, faisabilité. En fait, on retrouve à peu près dans ces étapes-là les questions, mais est-ce qu'il y a un besoin? Donc c'est plutôt dans la phase innovation qu'on va l'explorer. Est-ce qu'il y a un marché? Là, c'est plutôt à cheval entre la phase innovation et création. Et puis, est-ce que c'est faisable? Là, on est plutôt à cheval entre la phase création et production, pour s'assurer que notre idée ou notre problématique, c'est la bonne. On s'est, rendu compte, de par notre expérience qu'il y a, à peu près 3 points de départ, pour un processus d'innovation. Le premier, c'est l'idée floue. C'est: «Tiens, j'ai réfléchi à un truc ce matin, je me suis dit que ce serait intéressant de faire ça». Et puis là, on va partir plutôt en mode exploration, justement dans le mode des idées. Il y en a un second, c'est qu'on a un besoin. C'est-à-dire qu'on est déjà un peu plus cadré, il y a des gens qui nous ont fait déjà 2-3 feedbacks en disant: «Tiens, là, ça serait intéressant» et puis on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une appétence sur le marché, donc là, on a envie d'aller un peu plus loin. Et puis, il y a l'existant, c'est-à-dire j'ai déjà mis sur le marché un produit ou un service et puis, en fait, ce produit ou service, il est quelque part un petit peu dépassé
et j'aimerais bien, finalement soit reprendre de très loin parce que mon produit est complètement dépassé ou finalement le mettre à jour. C'est pour ça que le existant est lié aux 2 pastilles, en dessous. Juste le mettre à jour et initier un processus de création. En dessous de ça, en correspondance à ça, il y a des points de sortie. Les points de sortie, il y a le premier qui est la conviction. C'est-à-dire que mon idée floue, je l'ai raffinée, je suis passé au travers du processus des idées et je me suis forgé une conviction. Je vais vous montrer après, à quoi ça correspond. Suite à cette conviction, quand on part en phase de création, on arrive à créer une vision. On sait où on veut aller, on sait à peu près là où on a envie d'aller et à la fin de la phase de création, je l'ai dit tout à l'heure, on aura normalement un prototype, donc que ce soit, un environnement physique, un environnement digital, une maquette cliquable, qui va nous permettre de valider, notre besoin et notre idée. Et enfin, à la fin de la phase de production, normalement, on a un produit ou un service qui fonctionne. J'aimerais bien vous demander si vous suivez, mais du coup, je suis un peu tout seul et n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. Donc pour récapituler, et c'est le but de ce webinaire, c'est que mon idée floue, c'est que j'ai une idée de produit ou de service, qui va m'aider à passer donc je vais la raffiner, je vais passer à un stade de besoin, où j'ai recueilli des besoins utilisateurs et des données marché. À côté de ça, je peux aussi être dans une position où j'ai un produit ou un service existant, mais qui ne répond plus aux besoins, qui est en décalage ou qui est obsolète. Et l'idée, ça va être de passer justement sur une phase de conviction. Donc, j'ai cadré mon besoin, j'ai fait des interviews utilisateurs, j'ai défini mon marché, j'ai identifié les risques et je suis en capacité de faire une proposition de valeur. De cette conviction, je peux passer à la vision, où j'ai matérialisé plusieurs solutions possibles qui ont abouti à une vision de ce à quoi peut ressembler ma solution. Et puis à la fin, on arrive justement dans ce webinaire, c'est le thème, hein, idée floue à prototype. J'ai créé une preuve de concept que je peux tester et faire évoluer dans le but de la mettre sur le marché ou d'itérer si jamais ça n'a pas marché. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est des exemples concrets de comment on passe de cette idée floue à ce prototype. Avant ça, pour simplifier, en fait, je vais rationaliser, je vais vous donner en fait un ancrage. Repensez à ce film Retour vers le futur et j'aime bien en fait utiliser cette image pour associer ces 3 phases d'innovation, de création et de production. Et ce que j'aime bien et je trouve que ça marche assez bien, donc c'est Doc, le savant fou, qui va lui aller dans le monde des idées, donc c'est avec Doc qu'on va, partir un peu dans tous les sens. La phase de création, c'est, la vision, le concept, c'est, là le convecteur temporel. Et puis la phase de production, c'est cette DeLorean qui est obligée d'aller à 88 miles à l'heure pour pouvoir faire des sauts dans le temps. Donc là, on a fait un prototype, on a quelque chose qui fonctionne. Aujourd'hui, je ne vous parlerai, de cette idée floue jusqu'au prototype que des phases d'innovation et de création, la production étant les phases ultérieures au prototypage. Alors, une façon de faire de l'innovation, l'idée c'est pas d'être prosélyte, l'idée c'est juste de vous montrer la façon dont on a procédé et qui fonctionne avec nos clients. Et puis après, somme toute, il existe plein de méthodes différentes, donc nous, on est plutôt, là pour partager. Donc dans l'innovation, on va couvrir 3 thématiques principales. La première étant, de s'attacher aux utilisateurs, donc les identifier, quelles sont les parties prenantes, collecter des données. Il y a aussi l'environnement qui est très important. L'environnement, c'est quoi? C'est le marché, c'est, les tendances aussi, quels sont les accélérateurs et les freins, à la fois dans le marché, mais peut-être aussi en interne dans mon entreprise, quand on parle de stratégie, et aussi quelles sont les ressources, internes, externes. Quand je dis ressources, c'est très large, hein, c'est, à la fois des personnes, dans ce cas-là, j'aurais plutôt tendance à parler d'expertise, des moyens, du savoir-faire, et cetera, qui vont me permettre ou pas, de faire vivre mon idée. Et puis, après, il y a l'idée elle-même, il y a tous les outils et les exercices liés au brainstorming pour challenger, pivoter et tuer. Le mot est un peu fort mais important, c'est qu'une idée, il ne faut pas hésiter, s'il n'est pas suffisamment bonne, à la changer, à la transformer. C'est le but, hein, de cette phase d'innovation et puis de la tuer si jamais, voilà, elle ne fonctionne pas ou elle est pas assez bien. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir aussi quels sont les risques et les opportunités. Donc les risques, il faut trouver des plans pour les éliminer et puis les opportunités, il faut les consolider. C'est ce qui va nous donner après ce qu'on appelle les plus produits, ou les choses qui vont être des avantages, sur notre produit ou notre service. Et puis à la fin, on arrive avec une proposition de valeur. Donc on plonge dans le concret, je pense que ce serait bien. Donc pour l'innovation, pour la relation aux idées et aux utilisateurs, donc désolé, il y aura des choses floutées, mais qui sont tirées d'expériences réelles. Donc, vous voyez en à gauche, il y a le partage d'insights, c'est-à-dire qu'on a fait avec nos clients des tables rondes où on a échangé sur des problématiques, sur des thématiques. Il y a aussi tout simplement les interviews utilisateurs. Vous voyez que ces screenshots, même floutés,
sont, des choses qui sont faites en visio, qu'on a faites pendant le covid et qui se sont très bien déroulées. Je vous en parlerai un petit peu après. On fait aussi des séances de créativité. Vous le voyez là sur la grosse image, c'est j'ai demandé à des personnes, en fait, d'illustrer, certaines thématiques et là, vous voyez, bon, l'outil qu'on a utilisé, c'est un outil collaboratif en ligne et je dirais même que le résultat a dépassé, mes attentes. Donc on arrive à des choses très intéressantes sur, du «full remote» entre guillemets. Et donc je vous en parlais tout à l'heure, donc ce qui est important, c'est d'identifier, pardon, les utilisateurs et les parties prenantes. Donc là, c'est des étudiants avec qui j'ai travaillé, qui m'ont, donné les droits pour, parler de leur idée d'application, qu'ils ont appelée SportsFinder. C'est une application de rencontres sportives. Donc eux, ils voulaient aller un peu plus loin que les Strava et compagnie. Et bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, c'est que vous voyez qu'on a 2 cercles. Un cercle avec un impact maximal, c'est-à-dire qui sont les utilisateurs qui vont être les plus concernés par mon idée. Bah, là, on voit que c'est les amateurs, les sportifs, éventuellement les annonceurs, les coachs. Et puis après, on place un peu plus loin, les personnes ou personas, qui vont être plus modérément impactés par mon idée. Et vous voyez qu'il y a des post-it verts et rouges, donc c'est, bah, plutôt côté positif et puis plutôt le côté, négatif. Tout à l'heure, je vous parlais, des opportunités et des risques. Donc là, ils les ont mappés. Donc ça, c'est super important de le faire en amont. Parallèlement à ça, une fois qu'on a identifié quelles étaient les typologies d'utilisateurs, on va aller les interviewer, donc soit en visio, soit, en téléphone ou des rencontres en personne, c'est bien aussi. Et de la même façon, en fait, on va faire une étude de l'environnement. Donc cet environnement, c'est finalement qu'est-ce qui va être c'est le contexte de mon idée. Donc là, dans cette application, de partenaires sportifs, on va mettre aussi, bah, en vert et en rouge, ceux qui vont accélérer mon idée ou ceux qui vont les freiner, dans l'environnement et puis l'idée, c'est de lister tout ça pour se faire une idée la plus globale, la plus générale possible du contexte qui est lié à mon idée. À côté de ça, je l'ai dit tout à l'heure, on liste les risques et les opportunités. Donc là, le groupe qui a travaillé là-dessus, ils ont fait, voilà, il y a pas besoin d'aller super loin, mais juste en fait de se faire une idée. Donc sur les opportunités, ben, on voit qu'il y a des coupures de presse, il y a différentes données. Sur les risques, pareil, et puis comme ça nous permet en phase de conception d'avoir ce périmètre, ce cadre qui va nous permettre d'aller juste en fait, le plus vite possible. La proposition de valeur, je vous en parlais tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a fait toute cette exploration, on est normalement en capacité de dire quelle est la valeur qu'on va ajouter et dans quel contexte. Pour ça, on utilise un outil qui est proposé dans les méthodos de Strategizer, pour ne pas les nommer. Donc, le value proposition, là, c'est le Adib value prop. Et en fait, l'idée, c'est normalement, quand on est suffisamment mature, on est en capacité de remplir en fait cette proposition de valeur. Où là, on va dire, bah, voilà, donc le produit ou service ici, qui est l'application de rencontre sportive, va aider qui? Bah, c'est la cible que j'ai décidé de targeter, les sportifs de tout niveau, qui cherchent quoi? Donc ça, c'est le but que eux cherchent à atteindre. Ils veulent trouver de la compagnie pour pratiquer un sport. Ensuite, on va dire qu'est-ce qu'on va limiter, qu'est-ce qu'on va, réduire. Donc là, on va limiter l'isolement et qu'est-ce qu'on va augmenter, qu'est-ce qu'on va permettre en trouvant, soit une partenaire de sport ou un coach sportif. À la différence d'eux, donc là, on va dire de quoi on va se démarquer dans les produits existants, là, en l'occurrence, c'est Smatch et Strava. Donc voilà pour la partie, innovation. Donc à la suite de ça, on a fait notre proposition de valeur, on a cerné nos utilisateurs, on connaît à peu près le contexte et l'environnement. Et donc là, l'idée pour la phase de création, ça va être de s'attacher à déjà définir quelles vont être les fonctionnalités de mon produit ou de mon service, quels sont les scénarios et les cas d'usage. On va ouvrir un petit peu. Et puis après, on va commencer à maqueter les processus, faire des maquettes batch fidélité. Vous verrez que ça, on peut le faire aussi en collectif. Et puis faire des maquettes cliquables à plus haute résolution. Donc ce qu'on a fait là, je vous montre un exemple que j'ai anonymisé, mais qu'on a fait avec un client. C'est qu'on fait une phase d'échauffement où on dit, donc l'échauffement, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans une maison? Et l'idée, en fait, c'était de les amener, vu que dans ce projet-là, on a fait, une refonte d'un tunnel de vente, à réfléchir en termes de composants, dans un environnement digital. Ici, en l'occurrence, c'est un tunnel de vente pour du web. Suite à ça, on a fait une production individuelle et en groupe, de toutes les fonctionnalités qu'on a classées, on les a catégorisées et puis pour certains cas, on les a même mis en processus quand c'était un petit peu complexe.
histoire de bien se figurer quelles étaient finalement les fonctions par lesquelles on passait et à quel moment. On a même fait avec d'autres clients des maquettes, papier, c'est-à-dire qu'on leur a proposé des ensembles, de petits, jeux, un jeu de puzzle en papier. Eux savaient exactement ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient mappé leur processus et puis on leur a dit: «Bah, OK, dans ce processus, il va y avoir 1, 2, 3, 4 écrans et ben, allez-y, faites des maquettes sur des grands papiers de vos écrans et puis après, on passe en maquette bas niveau». Là, désolé, c'est flouté, mais c'est des choses qu'on a fait en collectif avec des outils collaboratifs. On a maquetté ces maquettes bas niveau où chacun a fait des propositions avec d'abord des zonings et puis après on est monté, vous le voyez sur la partie droite, hein, c'est des choses qui sont assez simples, c'est du fil de fer, des zonings, des wireframes comme on dit. On est monté en qualité et on s'est mis d'accord, surtout collectivement, en disant voilà à quoi on veut que ressemble notre page, en tout cas d'un point de vue fonctionnel. Une fois qu'on a fait ça, on peut monter en qualité, on fait d'abord une itération, on monte en qualité jusqu'à arriver à nos fameux prototypes, cliquables. Le rôle du prototype, c'est de se projeter dans une solution, bah, comme si c'était pour de vrai, de valider, les fonctionnalités, l'expérience, donc vraiment faire comme si on était, dans la solution finale. Les limites d'un prototype par contre ah oui pardon et de les tester. Les limites du prototype, ce qui est important, c'est d'avoir un bon ratio temps de production-réalisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer non plus 2 semaines à faire un prototype. Dans ce cas-là, on a consacré trop d'efforts, et puis ça veut dire qu'on a perdu du temps et sachant que l'idée, c'est de tester le plus vite possible. Il faut aussi être conscient que, un prototype, c'est pas le miroir, exact de ce que sera l'application finale, hein. Tout n'est pas, créé. Il va peut-être manquer des pages, il va peut-être manquer des zones. L'idée, c'est vraiment de se figurer de façon assez, grossière mais précise de ce que sera l'application et puis les données sont souvent incomplètes ou fictives, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre via un prototype à avoir, des données réelles, ou du contenu réel. Parfois, c'est un peu compliqué à avoir. Et donc l'idée, c'est, enfin, quand on a fait nos prototypes basse fidélité, on peut monter en qualité comme l'exemple qu'on vous a montré là. Cet exemple, c'est un exemple qu'on a créé, justement exprès pour cette présentation. L'idée, c'est d'arriver à quelque chose qui ressemble à peu près à ça, évidemment avec plus de pages. Là, on est sur quelque chose d'assez générique. Mais là, on voit qu'ici, on se préfigure assez précisément ce que sera la solution. Dans les prototypes, il y a 2 choses qui nous paraissent super importantes. Le premier, c'est le design system. Qu'est-ce que c'est que le design system? C'est en fait une sorte de librairie, des composants, je vais vous l'expliciter après, qui on va en fait faire ce jeu de Lego des composants qu'on va utiliser pour créer notre prototype. Et le guide de style, le style guide, c'est, finalement comment est-ce qu'on va appliquer, tout l'univers graphique de la marque, du client, à ce prototype de façon à ce que l'utilisateur, notre end user, soit en capacité de tester notre maquette et puis, se projeter dedans, quoi. Alors, un design system, comment ça fonctionne? Donc imaginez notre Lego, on a, des carrés, des ronds, des triangles, chacun de couleurs différentes et puis ce design system, on va, en faire une construction. Donc là, vous voyez, on arrive à faire une petite maison. Concrètement, traduit en prototype, comment ça se passe? Ben, en fait, mon carré, c'est un rectangle, par exemple, mon rond, c'est une image et puis mon texte, ça va être, le titre de la personne avec, une certaine couleur, une certaine police, et cetera. Et puis ça, quand je le combine ensemble, bah, ça me fait un composant. Et le design system procède vraiment de cette logique-là, c'est-à-dire que 2 petits, Lego, 2 petits composants, on va arriver à faire des composants, on va arriver à faire des templates et même des pages entières. Donc comment on fait? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai réussi à faire un petit composant, et ben, je peux faire le village en entier. Donc comment ça se transpose? C'est que mon composant, et ben, je peux en faire un template de page, hyper facilement. D'où l'intérêt de travailler en design system pour la partie, prototypage. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois quand on modifie un seul de ces petits composants, en fait, ces changements, ces modifications sont répliqués dans le prototype en entier. Donc vous imaginez les gains de vitesse, qu'on peut faire, les gains de qualité aussi qu'on peut faire en travaillant de cette façon-là. Si je vous dis ça, évidemment, c'est pas par hasard, c'est que plus on arrive à être, méthodique, dans la construction de son prototype, plus on va gagner du temps, un dans la réalisation du prototype et 2 après si on passe, par exemple, sur le développement d'une application, sur le développement de cette application. J'y reviendrai après. Donc à quoi sert le prototype?
Bah, ça va être de tester le comportement et la facilité d'usage, l'affordance, valider les choix graphiques et puis on va aussi valider ça avec un client. C'est-à-dire qu'on va mettre nos clients ou les utilisateurs finaux devant ces prototypes pour, les tester avec eux. On va leur dire: «Bah, voilà, faites ce scénario et puis dites-nous, ce qui vous passe par la tête et comment ça va». Enfin, aujourd'hui, on commence à parler d'applications low code ou no code, qui permettraient finalement de faire des prototypes qui seraient non jetables. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les prototypes aujourd'hui, pour majorité, sont jetables, soit dans le cas d'utilisation de frameworks spécifiques ou de plateformes low code ou no code. Je vous laisserai chercher sur Google, heu, pour aller un peu plus loin sur le sujet si ça vous intéresse. Ou sinon revenez vers nous, n'hésitez pas. Et tout ça en 2 semaines, donc ça, c'est un peu la promesse de dentiste, hein, et en fait, finalement, non. Dans le sens où oui, c'est possible en 2 semaines, mais en jour ouvré, clairement. C'est-à-dire que je me suis, livré un petit exercice de chiffrage pour vous. C'est que l'innovation, on peut faire le processus d'innovation en 3 jours et demi. Donc vous voyez, hein, le détail des chiffrages, que j'ai mis là, avec, aussi le fait si on est en groupe ou tout seul et puis l'aspect création en 6 jours et demi, avec les fonctionnalités, les scénarios, la production des maquettes bas niveau qui peut se faire en groupe, le prototype, qui par contre prend beaucoup de jours, vous allez le voir, et les tests utilisateurs. Bon ça, c'est un peu grossier. Finalement, comment lire un peu tout ça? Alors attention, ce qui est super chronophage, c'est d'organiser des interviews. Avoir la disponibilité des personnes, c'est très rare quand on arrive à caser, par exemple, 3 interviews dans la journée. Le covid a été facilitateur dans le sens où on a fait beaucoup plus d'interviews par téléphone. Donc l'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas les gens, dans leur contexte de travail, sauf quand on est en visio, mais ça permet quand même, bah, d'avoir ce contact et de prendre cette information, chez les gens qu'on cherche à étudier et ça, c'est déjà pas mal. La disponibilité des acteurs projets aussi, c'est vraiment un risque, et donc du coup, en amont de tout cet aspect innovation-création, bien s'assurer que les acteurs projets avec qui vous allez travailler, puissent se rendre disponibles justement pour des sessions. Vous voyez qu'il y a pas mal de sessions de groupe et enfin, vous voyez que, bah, 4 jours pour la maquette, pour le prototype, c'est beaucoup de temps. Mais comme je le disais avant, il y a un retour sur investissement qui est assez facile. C'est-à-dire que si derrière on part sur la production d'une application, une application digitale, en utilisant, comme je le disais, le design system et les style guides, on peut accélérer de façon assez drastique la production, heu, de l'application par la suite. Les choses qui sont super, c'est, quand on a des compétences complémentaires qui travaillent ensemble. C'est-à-dire que dans notre cas, côté World of Digits, souvent, bah, on travaille en fait de concert entre un innovateur slash facilitateur et UX designer. Et le fait que l'UX designer soit là aux séances de groupe permet grandement, bah, de faciliter déjà la transmission et l'acquisition des connaissances. C'est-à-dire que, on couvre un spectre très large dans les étapes de travail et puis dans la connaissance du sujet. Et puis, clairement, quand on travaille avec des clients qui n'ont pas peur, hein, de se lancer, quand on arrive avec un warm-up, avec une photo de maison en disant: «Bah, on va commencer à vous demander, quels éléments vous trouvez dans la maison». Bah, oui, il y a des gens qui se laissent, qui se prêtent à l'exercice et ça, c'est toujours super bien. En général, quand on est, volontaire, ça facilite souvent ces exercices d'innovation, dans lesquels on fait un peu travailler le cerveau et la créativité. Et les retours d'expérience, concernant, le covid, ils vont être assez simples, au final. C'est que ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a essayé des fois de mélanger le distanciel et le présentiel. Ça veut dire qu'il faut finalement gérer 2 groupes, le groupe distanciel, le groupe présentiel. C'est assez ardu. Du coup, pareil, on a des questions, il faut gérer finalement 2 streams séparés de questions-réponses, et vraiment c'est complexe. Et en plus, quand on utilise des outils collaboratifs, ça veut dire qu'on a des personnes dans une salle, on a des personnes sur un outil collaboratif digital, tout le monde n'a pas la connexion, enfin ça présente beaucoup d'écueils. La visio, nous, on doit dire que le retour d'expérience est plutôt super positif. C'est que c'est même plus efficace, que du présentiel. Par contre, à condition de bien adapter le rythme et l'effort. C'est-à-dire qu'on va pas demander à des personnes d'être 2 heures actives, devant leurs écrans. Clairement, on a fait des pauses souvent d'1 heure, pour faciliter, augmenter la concentration des personnes. Et clairement, la visio a du sens si on utilise des outils d'interaction, enfin des interactions via des outils collaboratifs.
Donc là-dessus, le but n'est pas de faire de prosélytisme. Si vous ne connaissez pas ces outils, je peux citer entre autres Miro, Mural. Nous, on a beaucoup travaillé avec Miro, pour lequel on a des très bons retours d'expérience. Et le fait d'avoir ça, clairement, et évidemment une bonne connexion internet, ce qui n'est pas souvent le cas, parce qu'imaginez que pour des ONG, on peut travailler et être amené à travailler avec des gens qui sont dans des pays où les connexions internet ne sont pas super rapides. Puis dans ce cas-là, bah, on trouve des solutions. Mais voilà, une bonne connexion internet, des outils collaboratifs, et dans ce cas-là, la visio, c'est un super outil. L'aspect présentiel, c'est plus qualitatif pour le facilitateur et pour le groupe, dans le sens où bah, clairement, on est plus à même de s'adapter à la dynamique de groupe. On voit plus vite quand les participants sont plus fatigués ou quand ils sont un peu plus perdus. Mais d'un autre côté, ça engendre plus de temps mort. Je pense que vous avez tous vécu cette situation où quelqu'un doit répondre à un appel urgent. Ou, bah ça, le facilitateur, il va gérer avec, il va faire avec. Mais disons que ça arrive de façon plus fréquente quand on est en présentiel qu'en distanciel. Et puis aussi, le fait de pouvoir dédier une demi-journée ou une journée, c'est compliqué pour les clients. Globalement, le Covid a été une bonne opportunité d'adoption pour les outils collaboratifs. J'arrive à la fin de cette présentation. Elle a été un peu rapide du fait du format. Il reste quand même 4 minutes pour les questions. N'hésitez pas, il y a un flashcode que j'ai mis là. Vous pouvez nous retrouver. Je fais ce webinaire de façon un peu plus ample en termes de détails et de temps, le 24 juin à 13 heures. Je vais maintenant regarder si vous avez des questions. Alors, l'équipe de développeurs, je vais arrêter le partage. Alors, j'ai plus de vision sur la facilité, la capacité à arrêter le partage, mais je vais répondre en live, je le publie. Alors, question de Maria, lors de projets digitaux, à quel moment faut-il intégrer l'équipe de développeurs? On les a déjà intégrés dans les processus d'innovation. Quand on parle, vous avez vu, rappelez-vous de ces processus, enfin ces moments où on va modéliser le processus et les fonctionnalités. Nous, on a intégré les développeurs dès cette phase-là, parce qu'on partait sur une solution technique qui était déjà pré-choisie. Et on s'est dit qu'en fait, c'était bien d'avoir des développeurs pour finalement nous donner un peu le cadre pour pas qu'on parte aussi un peu trop loin. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on cadrait en connaissant les utilisateurs et l'environnement. Et ben, si on a déjà un environnement technique qui est connu, ben, c'est bien d'intégrer les développeurs dedans. Euh, et puis, et ben voilà. Et c'est à peu près tout pour la question de Maria. Et clairement, plus on a finalement une équipe qui est pluridisciplinaire, mieux ça se passe, en fait. Après, évidemment, il ne faut pas inviter la terre entière, mais si jamais vous avez donc l'équipe designer, facilitateur, ce qu'on va appeler des stakeholders, donc les responsables de projet, des gens qui sont peut-être intégrés un peu plus en amont dans la stratégie de l'entreprise, c'est bien aussi. Des aspects techniques et puis c'est déjà ah oui et des représentants des clients finaux évidemment, des utilisateurs finaux, c'est toujours super intéressant d'avoir ça. Et en règle générale, il y a toujours beaucoup d'appétence, des clients, enfin des personnes avec qui on travaille, pour ces outils. Il y a beaucoup de curiosité et ce qui est bien, c'est que ça, disons qu'un des avantages cachés de tout ça, c'est qu'on casse les silos qui sont présents dans les entreprises. Et en règle générale, enfin je fais des généralités, mais dans les grandes entreprises, il y a plus de silos que dans les petites. Et c'est un des avantages de ce genre d'exercice. Voilà. Pour vous donner aussi un aspect, ce retour d'expérience qu'on vous fait, on l'a fait dans différents secteurs. Donc, on l'a fait auprès de grandes entreprises, de petites entreprises, dans des projets plutôt petits, des projets de taille même plus conséquente. Et, euh, et en général, ça se passe plutôt bien. N'hésitez pas à poser des questions encore si vous en avez. Il me reste une trentaine de secondes. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais republier, vous voyez ici, le QR code. Et puis un petit rappel, donc vous pouvez nous trouver donc en Europe, en Suisse, à Zurich, à Lausanne, à Genève. Donc c'est World of Digits. Vous pouvez nous trouver sur Positive Thinking Company en Suisse, ou sinon via les réseaux sociaux, sur LinkedIn.
On sera très heureux de répondre à vos questions ou d'aller un petit peu plus loin si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Voilà, merci à tous.